BFM Business, Intégral Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Nouveau rendez-vous avec les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs. Enfin, nouveau rendez-vous tous les jours. Ce rendez-vous BFM Patrimoine jusqu'au 6 décembre et même un peu au-delà. Je vous le dis d'ores et déjà, on continuera ce rendez-vous au-delà du sommet du 6 décembre organisé par BFM Business à Paris, bien sûr, en partenariat avec la CNCGP. Ce sont les équipes de Sony AM qui sont avec nous, enfin même plus, associés fondateurs de Sony AM. C'est Christophe Tapia qui est à mes côtés. Bonjour Christophe. Bonjour. On parle avec vous du monde obligataire. Déjà, peut-être pour remettre en cause quelques idées reçues. C'est vrai qu'on entend beaucoup qu'il n'y a plus aucun intérêt aujourd'hui à détenir des obligations. Alors, il y a quelques fausses idées quand même derrière ce jugement un peu rapide, Christophe. C'est ce que vous vouliez mettre en avant aujourd'hui. Oui, alors c'est vrai que depuis 5 ans, on entend beaucoup de choses sur les marchés obligataires. Ouais. Il y a plus d'argent à gagner, il y a un amalgame terrible entre emprunt d'État, emprunt privé. Les taux ont fait que baisser depuis 30 ans, donc de fait, ça ne peut que remonter, donc il va y avoir un risque sur la hausse des taux. Globalement, on entend beaucoup de choses, beaucoup de raccourcis sémantiques. Sauf qu'aujourd'hui, il nous semble que c'est quand même un biais terrible de décider de ne pas acheter d'obligations à l'intérieur d'un portefeuille pour un client quel qu'il soit d'ailleurs. C'est-à-dire que se priver volontairement, sciemment de la plus grande classe d'actifs du monde dans son allocation d'actifs, ça me paraît un énorme pari. Marché plus large et plus profond encore que le marché action. On a tous en tête quand on est particulier le marché action, mais le marché obligataire c'est un océan derrière la mer qu'est le marché action. Alors évidemment c'est de très loin le plus grand marché du monde, on l'a déjà répété à de nombreuses reprises. Aujourd'hui le marché des obligations dans le monde c'est 250 000 milliards de dollars versus 80 000 milliards de dollars pour les marchés actions. Donc de fait, beaucoup de détenteurs d'obligations aujourd'hui et certainement pour des bonnes raisons. Donc l'idée c'est de savoir comment on joue et comment on agit sur ce marché des obligations qui est un marché très large, très protéiforme sur lequel on peut faire beaucoup de choses. Oui c'est ça, on n'arrête pas de dénigrer le marché obligataire en confondant tout, vous le dites, les dettes d'État, les dettes d'entreprise, sauf que tout le monde, l'épargnant de français, japonais ou autre, tout le monde a des obligations aujourd'hui en portefeuille, à commencer par l'épargnant français j'imagine Christophe. Alors tout le monde détient les obligations dans le monde. Les institutionnels d'un côté, les fonds de pension, les mutuelles, les caisses de retraite, les banquiers, les assureurs, c'est pas ce qui nous intéressait aujourd'hui. Et après, il y a tous les épargnants du monde. Alors, avec une différence près, c'est que les épargnants dans le monde entier appréhendent la classe d'actifs obligataires de manière un petit peu différente en fonction de leur zone géographique. Globalement, on peut simplifier, il y a la France d'un côté, et le reste du monde. La France avec le fonds en euros, qui est un actif financier qui n'existe nulle part ailleurs, et les épargnants étrangers qui n'ont pas ce fonds en euros et donc qui ont une approche plutôt active de la gestion obligataire, où nous les Français on a plutôt une approche passive au travers du fonds en euros, et on pourra en reparler tout à l'heure. Ben oui, mais non, allons-y. Enfin, justement, le fait que l'épargnant étranger n'ait pas le fonds en euros, est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal? En tout cas, ça l'oblige à agir très différemment par rapport à ce marché obligataire. Alors, de facto, le fait de ne pas avoir ce fonds en euros, comme vous dites, oblige l'épargnant anglo-saxon ou l'épargnant d'autres pays du monde à travailler de manière différente. On revient plus à la genèse de ce qui fait la vente des produits financiers aujourd'hui, une approche par les risques. Et donc, de fait, l'épargnant étranger qui n'a pas de fonds en euros, qu'est-ce qu'il fait? Il le construit lui-même, son fonds en euros. Il achète des fonds d'emprunt d'État, des fonds d'emprunt privé, des actions, des produits structurés, de l'immobilier, et il construit lui-même les mêmes moteurs de performance qu'on pourrait retrouver sur un fonds en euros. Bien évidemment, sans la fameuse garantie en capital qu'on a au travers du fonds en euros aujourd'hui en France, mais avec une approche totalement active qui fait qu'on est plus maître de son destin qu'en étant totalement passif comme on peut l'être sur un fonds en euros aujourd'hui. Bon, et alors, si l'épargnant étranger ou l'épargnant non français finalement se borne à répliquer le modèle du fonds euro, est-ce que l'épargnant français n'est pas avantagé d'une certaine manière parce que lui, il a le fonds euro, il n'a pas toutes ces questions à se poser au final? Alors, il l'était. Avantagé. Aujourd'hui, on se rend bien compte que la performance des rendements des fonds en euros est plus exactement la même pour plein de raisons, mais essentiellement des questions réglementaires. Donc de fait, à aujourd'hui, le client particulier français, il détient beaucoup d'obligations, mais il détient pas les bonnes et surtout pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'intérieur du fonds en euros, on a massivement des emprunts d'État, français ou allemands. Est-ce que c'est très intéressant ou très sexy aujourd'hui de détenir de l'emprunt d'État allemand qui rémunère à 10 ans 0,40, de l'emprunt d'État français à 10 ans à 0,80? Je suis pas sûr que si on posait la question à l'épargnant français, est-ce que vous voulez en acheter? Je suis pas sûr que naturellement il ait une appétence absolue pour acheter ce type d'obligation. En revanche, c'est ce qu'il a aujourd'hui à l'intérieur de son portefeuille et de façon totalement passive, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bon, alors quelle question est-ce qu'il doit se poser effectivement concrètement l'épargnant français? Enfin, comment il doit appréhender cette classe d'actifs selon vous? Alors déjà, c'est une classe d'actifs qui est simplement appréhendable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les obligations, on peut faire plein de choses, on l'a dit tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une manière de travailler des obligations qui peut être simple. Déjà, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les obligations aujourd'hui dans le monde, depuis la crise de 2008, c'est la première source de financement des entreprises. Donc ça, c'est un premier point qui est très fort, parce que ça nous permet, et ça permet aux épargnants, de se reconnecter à l'économie réelle. Si on proposait aujourd'hui à un épargnant de dire, est-ce que vous préférez financer de la dette d'État à 0,80 sur 10 ans, ou de la dette privée pour générer des emplois, de la croissance ou autre? La réponse est un peu dans la question, on voit à peu près quelle serait l'appétence du client français. Sauf qu'aujourd'hui,
pénétrer ce marché obligataire pour un client particulier, c'est assez compliqué. Ouais. Et donc il faut absolument passer par des professionnels. Sinon, c'est quasi impossible d'accéder aux souches obligataires pour pouvoir détenir des emprunts obligataires en direct, parce que la taille des souches est très importante. Et donc, de fait, si on veut diversifier son portefeuille, on doit travailler avec des fonds communs de placement, et c'est ce qu'on fait chez Sony aujourd'hui. Mais vous dites, l'épargnant, il a des outils pour appréhender de manière simple ce monde obligataire aujourd'hui, Christophe ? Alors à nous d'être très pédagogiques, ouais. C'est un point qui est fondamental. Et d'ailleurs, les conseillers en gestion de patrimoine, qui sont un peu la clé de voûte de l'épargnant français, ils ont cet outil pédagogique. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour apprendre simplement cette classe d'actifs, c'est acheter des obligations pour le rendement qu'elles procurent. Ça apporte beaucoup de simplicité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait chez Sony à l'intérieur de nos deux fonds qui sont Sony Euro Stratégique et Sony Euro Stratégique Plus? On a des stratégies qui sont assez simples. On achète des obligues. On achète des obligues du secteur privé. On achète des obligues du secteur privé qui sont émises en euros. On n'a pas de risque de change de monnaie. Et au-delà de ça, ces obligations du secteur privé émises en euros, on a une stratégie de gestion qui est très simple. On achète une obligue pour le rendement qu'elle procure et on la porte systématiquement à son échéance. Stratégie de portage. Quand on arrive à terme, on en rachète une autre avec une durée différente, un secteur différent et ainsi de suite, ce qui rend l'appréhension du risque relativement simple avec le coupon d'un côté et la durée de vie de l'autre. Ouais. Ce qui est le fonctionnement originel, on va dire, de ce marché obligataire. Merci beaucoup Christophe. Christophe Tapia qui était avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine, associé fondateur de Sony AM. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.